J'avais un petit appareil. On est à l'antenne et on a commencé à parler entre nous puisqu'on se retrouve en studio après 2 mois de confinement. Donc on est ensemble avec vous pendant cette heure pour commenter l'actualité avec Perrine Salé. Bonjour, vous êtes porte-parole de l'association Femmes des Forces de l'Ordre en colère. Nicolas Corato, président fondateur du think tank Place de la République. Bonjour Valérie. Bonjour. Pierre Jacquemin, vous êtes rédacteur en chef de la revue Regard. Vous avez publié Ils ont tué la gauche aux éditions Fayard. Et Rafik Smati qui est avec nous. Vous êtes dans les Bouches-du-Rhône. Vous êtes chef d'entreprise et président du mouvement Objectif France. C'est vrai que ces mois de confinement nous ont permis d'avoir des intervenants à distance en région, ce qu'on s'interdisait de façon un peu bête, mais on n'avait pas cette pratique du duplex. Donc maintenant, on va avoir beaucoup plus de gens en région et on en est ravis et c'est une très bonne chose. 18 juin aujourd'hui, De Gaulle évidemment à l'honneur, récupération politique. On vous pose la question, est-ce que vous êtes choqué par cette récupération qui est faite? Vous entendrez le petit-fils du général de Gaulle tout à l'heure s'exprimer sur le sujet. On va parler des manifestations. Est-ce qu'on peut encore dégénérer en France? Manifester. Intéressant comme lapsus, sans que ça dégénère. Et pourquoi cette question depuis les Gilets jaunes? Les Black Blocs ne sont-ils pas arrêtés? Et puis on parle assez peu également des violences, mais je pense que Perrine Salé va en parler, dont sont victimes les policiers. Et puis protocole sanitaire allégé, retour à l'école, les enfants seront de retour obligatoire. C'est ce qu'a dit le président de la République. Ce sera obligatoire à partir de lundi. Renverrez-vous vos enfants à l'école. Petit tour de table sur vos coups de cœur, vos coups de gueule. Commençons avec vous, Pierre. Petit coup de gueule à l'égard d'un député de la France Insoumise, Adrien Quatennens, pour ne pas le nommer. Je pense que c'est sans doute lié au lever très matinal de la matinale de France Inter hier, qu'il a peut-être fait fourcher dans son analyse politique, puisqu'il est intervenu notamment sur la question des heurts qui se sont déroulées à Dijon et à la question de savoir ce qu'on devait faire pour les demandeurs d'asile qui possiblement auraient été des éléments moteurs des événements à Dijon. Il a répondu que s'il était avéré que c'était des demandeurs d'asile et qui étaient en plus incriminé dans ces faits de violence, il n'avait rien à faire sur le territoire français, il n'avait rien à faire en France. Je trouve que c'est un dérapage fâcheux pour une personnalité politique de gauche, parce que je ne fais pas le lien entre nationalité et le fait violent. Et d'abord, il n'est encore pas avéré, et surtout, personne n'est en droit de décider de qui a droit ou pas d'être présent sur le territoire français. Il y a une institution qui s'appelle l'OFPRA qui étudie les demandes d'asile, et elles doivent être confortées de manière plus générale, et c'est pas un homme politique ou une femme politique de décider de qui a droit de vie sur le territoire français. C'est une réaction effectivement qui n'est pas dans le sens de... Ça s'appelle la double peine. C'était Nicolas Sarkozy qui l'avait inventé. Vous voulez réagir Juste Nicolas, dire que c'est pas la première fois cette semaine qu'Adrien Quatennens se distingue, puisqu'il a eu également des propos qui sont certainement pas dans la ligne d'une partie de son camp concernant l'affaire George Floyd et ses répercussions en France. Donc on voit qu'il y a la gauche, c'est aussi le débat entre différentes tendances et courants, et c'est intéressant de voir qu'Adrien a une position un peu différente. Donc on pensait que c'était pas vrai, mais il y a quand même du débat au sein de la France Insoumise, et il s'exprime publiquement. Oui, Rafik Smati. Oui, il y a deux choses. Il y a d'un côté le droit et d'un autre côté l'opinion. Que l'on puisse s'interroger sur le fait que des délinquants puissent, tout en n'étant pas français, voire en attente de papier, être autorisés à rester sur notre territoire, ça me paraît être un débat assez sain dans une période où beaucoup de choses vont maintenant. Mais vous avez raison, il y a le droit d'un côté, mais on peut s'interroger sur l'évolution de ce droit. Perrine? Oui, pas de réaction particulière. Oui. À un moment donné, il faut aussi savoir laisser faire les institutions comme elles doivent le faire, et puis et pas s'y mêler directement. Rafik Smati, votre coup de gueule, qui est plutôt une émotion, j'ai envie de dire, non? Oui, j'ai une vraie inquiétude avec la fracture générationnelle qui se met actuellement en place dans notre pays. La crise du Covid a, hélas, amplifié cette fracture générationnelle. Comprenez que nous avons décidé, pour protéger des personnes qui sont essentiellement des seniors, nous avons décidé de mettre l'économie à l'arrêt pendant 3 mois et de créer du chômage de masse. C'est heureux.
Et on a bien fait de le faire, parce que rien n'est plus important que la vie. Les seniors ont eu un niveau de vie qui a été maintenu pendant cette crise et qui sera maintenu dans les années à venir. Les actifs ont leur niveau de vie qui a baissé de manière significative et il va continuer à baisser. Alors là, encore une fois, c'est tout en notre honneur que l'on puisse garantir aux seniors leur niveau de vie. Mais nous sommes, d'un côté, face à l'honneur de protéger nos seniors, et c'est très bien, mais nous sommes face au déshonneur d'abandonner une génération entière. Ce que nous faisons endurer aux jeunes générations dans notre pays depuis 30 ou 40 ans est criminel. Criminel. Nous mettons en place des sens interdits partout. Nous créons les conditions par laxisme, par lâcheté, pour les empêcher d'agir demain. Nous créons une dette colossale qu'ils devront bien rembourser un jour. Il y a une dette écologique. Il y a des sens interdits partout. Et l'objet de l'engagement politique aujourd'hui, ça ne doit pas être de satisfaire un électorat. L'objet de l'engagement politique, c'est de penser à ce que va être la France dans 50 ans. C'est de penser à nos jeunes. Et en cette journée symbolique du 18 juin, qui est une journée qui marque un symbole contre la capitulation, eh bien, nous avons le devoir de nous élever contre cette capitulation face à l'avenir, contre cette capitulation face à cette génération que nous laissons anéantie année après année et qui va être amenée à se débrouiller toute seule. Il y a des actions à faire, fermement. Il faut que les jeunes reviennent au centre du jeu politique. Il faut une règle d'or budgétaire, parce qu'il faut arrêter avec cette façon d'endetter nos jeunes pour financer notre train de vie comme on le fait depuis quelques années. Manque de vision, manque de perspective, c'est ce que vous reprochez aujourd'hui au gouvernement. Mais plus que ça, toutes les politiques économiques qui ont été entreprises en France depuis maintenant 40 ans sont des politiques qui sacrifient les jeunes parce qu'elles créent de la dette. Il faut le savoir. Donc il faut une règle d'or budgétaire, une règle d'or environnementale, c'est fondamental. Et il faut supprimer le Conseil économique et social et le remplacer par une chambre du long terme composée de jeunes qui auraient un droit de veto sur toutes les décisions qui engageraient la France sur plus de 50 ans. Il est temps de remettre les jeunes au cœur de la stratégie de notre pays. Oui, je reconnais l'enthousiasme de Rafik Smati pour des idées que je ne partage pas, mais en tout cas l'enthousiasme est là. D'abord, moi je ne suis pas d'accord, on ne peut pas dire qu'on a confiné ce pays et arrêté l'économie pour sauver les vieux. Bon, on va parler franchement. Je suis pas d'accord. On a confiné ce pays pour sauver des vies humaines. C'est vrai que les personnes âgées étaient peut-être plus exposées que d'autres, mais je rappelle que dans le bilan du Covid, il y a aussi des victimes qui avaient 40 ans, 30 ans, et que leur vie a également été protégée par cette décision. On peut critiquer le confinement, c'est un long débat. Mais je n'aime pas, moi, cette manière d'opposer des générations. Je pense que dans une nation, les générations, elles contribuent également à des moments différents et de manière différente au bien commun. Et je rappelle mais je ne les oppose pas. Je ne les oppose pas. Et je rappelle que les retraités... Je dis simplement que les jeunes méritent le même traitement que tous les autres. Je vais parler de fracture générationnelle. Mais oui, mais moi je crois que les retraités d'aujourd'hui sont des travailleurs d'hier et qu'ils ont le droit aussi de bénéficier de pensions et d'un niveau de vie pour lequel, d'une certaine manière, ils ont payé, cotisé et sur lequel ils ont été solidaires à l'époque avec les retraités de l'époque. Moi, je trouve que c'est une drôle de manière. La jeunesse, c'est un sujet qui concerne tout le monde. Les jeunes sont peut-être pas les mieux à même d'imaginer l'avenir de leur pays. Je pense que dans une nation, on réfléchit, on travaille tous ensemble au bien commun et à l'avenir commun. Donc, confier l'avenir de la jeunesse et l'avenir de ce pays aux jeunes, c'est un peu étrange. Pourquoi est-ce qu'on confierait pas l'avenir de ce pays aux vieux aussi? Non, il faut. Mais c'est déjà le cas. Non, c'est pas le cas. Non. Bon, alors on va pas. Et puis les jeunes n'ont qu'à voter. Les jeunes, il faut qu'ils votent. Juste un mot parce que je suis pas d'accord sur cette lecture de la fracture générationnelle. Au contraire, j'ai le sentiment que dans le monde entier, il y a plus de 2,5 milliards, voire 3 milliards d'habitants qui ont été confinés à travers le monde. Et je le crois, et il faut l'assumer comme tel pour sauver une partie de la population, qui est effectivement une partie de la population la plus âgée et la plus inactive, puisque retraités. Et que ça, il faut l'assumer. C'est au contraire, on a fait la démonstration d'un grand élan de générosité pour sauver des vies et non pas pour sauver des économies. Et donc là où vous avez peut-être raison, c'est que maintenant, la solidarité doit être présente maintenant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une partie de la génération des plus jeunes d'entre nous qui semble un peu sacrifiée sur les décisions qui vont être prises. Et vous parlez pas de compétitivité, mais de règles d'or, pardon. Mais vous dites qu'avant, on a sacrifié les jeunes et qu'aujourd'hui, il faudrait refaire les mêmes recettes d'hier en faisant
la règle d'or. Ça veut dire en faisant des réductions de dépenses publiques, en faisant de la politique d'austérité. Je ne crois pas que ce soit la meilleure solution pour relancer l'économie et relancer l'activité. Ça veut dire arrêter de financer un train de vie sur le dos de nos jeunes. Ça n'a rien à voir. Allez, on va marquer une pause et on continue. On va parler manifestation. Ça tombe bien, c'est ce dont vous vouliez parler. Et puis, force de l'ordre également avec Perrine Salé dans un tout petit instant. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. De Gaulle, récupération à tout va. Peut-on encore manifester en France et protocole sanitaire allégé? Je ne sais pas si on aura le temps de tout traiter. Perrine Salé, vous vouliez vous faire un coup de cœur pour la police. Pour pas changer d'habitude. Voilà. Vous êtes dans votre couloir de nage. Je suis dans mon couloir, mais en même temps, je me suis dit qu'au regard de l'actualité, un joli coup de cœur, ce serait pas mal. Parce qu'effectivement, ça fait 5 soirs de suite qu'à l'initiative de la base des effectifs de BAC de nuit, il y a des rassemblements un peu partout, à l'Arc de Triomphe, à la Défense, etc. Hier, c'était au château de Vincennes, pour justement soutenir et rassembler les fonctionnaires de police. On a pu voir aussi des fonctionnaires de police municipale venir également. En fait, ce sont des rassemblements qui ont vocation, non pas comme ça a pu être critiqué, de réclamer la clé d'étranglement ou ce genre de choses. Non, c'est pour mettre un petit peu en exergue tout le malaise policier qu'on connaît. Depuis 2016, on en entend parler, mais qui n'est toujours pas réglé. Donc c'est interpeller le citoyen et surtout les gouvernants sur les conditions de travail. Ils désirent juste travailler sereinement et faire appliquer les règles de ce pays avec le soutien des gouvernants, puisqu'on a pu avoir plusieurs sorties politiques où on se sentait complètement abandonné. Et pourquoi je m'inclus dedans, c'est parce que je suis compagne de policier et que ce dos tourné, on le ressent. Et puis en même temps, je vais faire un petit parallèle, puisque comme on est avec nos forces de l'ordre pour la République, je passe un petit mot pour inciter tous nos concitoyens à venir se rassembler le 27 juin 2020 sur la place de la République, normalement, à l'initiative de Zora Habitant, et puis déclaré aussi avec l'association Femmes des Forces de l'Ordre en colère, pour justement un rassemblement citoyen pour la République, parce qu'aujourd'hui, toutes les vies comptent. Black Lives Matter, effectivement, Blue Lives Matter aussi. Oui, toutes les vies comptent, donc un appel pour le 27 à République. Mais est-ce que la mobilisation, vous la sentez forte chez les policiers? Parce qu'ils ne sont pas très nombreux à chaque fois. Alors la mobilisation est plutôt forte quand on le voit, tous les rassemblements qui ont pu se faire. Déjà, ça se fait aussi en province. Il n'y a pas que Paris qui se rassemble. On a vu Lille, Douai et ainsi de suite, où il y a de très beaux rassemblements. Donc, honnêtement, on compte plus de quelques milliers de policiers qui sont rassemblés. Après, effectivement, ça n'empiète pas sur leur mission et vous inquiétez pas, vous aurez toujours du secours et de la protection de la part de vos forces de l'ordre. Mais effectivement, il y a des rassemblements qui sont faits. Je pense qu'hier soir, on était plus de 200 à être rassemblés. Ça vous fait sourire, Nicolas? Non, ça ne me fait pas sourire. Moi, j'ai une question à vous poser. Moi, je comprends la grogne, le ressentiment et la difficulté du service aujourd'hui. Moi, dans les images de ces rassemblements, il y a quelque chose qui me choque profondément. C'est que je vois certains officiers de police qui viennent manifester avec leurs armes de service. Et je pense que dans une république, on ne manifeste pas armé, surtout quand on est un officier de police. Ce sont des images extrêmement rares qu'on n'avait pas vues depuis longtemps. Ce sont des images qui à chaque fois ont choqué. La personne n'en a parlé. Moi, voir des officiers de police manifester en armes, ils n'utilisent pas leurs armes, mais venir manifester en armes, ça me pose une vraie difficulté. Alors, ils ne manifestent pas, ils se rassemblent. Oui, mais pardon. C'est un intérêt également, parce que ce n'est qu'un rassemblement. C'est un rassemblement ponctuel et extrêmement court. Vous imaginez leurs collègues en face qui assurent l'ordre de savoir que des policiers sont en armes rassemblés. Ça pose une vraie question démocratique et ça interroge ce mouvement. Je peux terminer la réponse. Il faudrait clarifier ce sujet. Parce que du coup, c'est un rassemblement très ponctuel et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est avec ils se rassemblent de façon en plein milieu de leur service ou juste après l'appel, justement pour interpeller sur le fait qu'ils n'ont pas forcément les moyens de pouvoir intervenir. Et ça, c'est le point qui est le plus important. Manifester avec des armes, c'est inacceptable. Je pense qu'il ne faut pas déplacer le débat sur le fait de l'arme, puisqu'aujourd'hui, l'arme de service peut être ramenée à la maison. Normalement, c'est gravissime. L'arme de service peut être ramenée à la maison et normalement, ils n'ont pas le droit de la laisser quelque part. On ne manifeste pas avec des armes en France quand on pardon d'être un peu très... Ce ne sont pas les Tchétchènes qui étaient à Dijon avec des Kalachnikovs. Ils ont une responsabilité, ils ont un sens... Vous vous rendez compte de l'image que ça renvoie à la République et à la démocratie?
la République est mise à mal et qu'aujourd'hui la police est dans la rue pour réclamer sa souffrance. On a un auditeur, Xavier, qui nous dit, est-ce que vous pourriez parler de l'application Stop Covid, dont on a appris qu'elle collectait beaucoup plus d'informations. Alors c'est le coup de gueule d'un de nos auditeurs, et je crois que vous êtes un petit peu pointu sur le sujet, Nicolas Corato. Cette application Stop Covid qui a été beaucoup critiquée, qui a été pas mal téléchargée au final, mais on a appris hier que elle aspirait des données qui n'étaient pas censées être collectées. Oui, alors je vous rappelle les débats qui ont eu lieu avant l'entrée en application de cette application, où le gouvernement disait mais non, l'application fonctionne avec Bluetooth, il n'y aura pas d'échange de données, ni de stockage de données. Alors tous les spécialistes ont dit que ça n'existait pas, une application où il n'y a pas d'échange de données, et à partir du moment où il y a une donnée qui circule, il faut bien qu'elle soit stockée quelque part. Ce dont on s'aperçoit à l'usage, et effectivement il y a plein de la Quadrature du Net qui se sont penchés sur le sujet, c'est qu'effectivement dans ces échanges, vous allez récupérer une partie des données des gens que vous allez croiser, données d'identification et de géolocalisation. C'est-à-dire qu'on pourrait savoir qu'aujourd'hui, moi qui ai téléchargé l'appli Stop Covid, c'est pas vrai, je vous rassure, je suis venu ici à Sud Radio et que j'ai croisé Valérie Expert. Et bien cette donnée-là de cette rencontre, elle est stockée quelque part et elle est en tout cas prélevée. Donc on n'est pas du tout dans le cadre qui avait été vendu par le gouvernement. Je rappelle que le gouvernement avait eu cette méthode complètement délirante qui était de dire oui, non mais on va d'abord fabriquer l'application et ensuite on va regarder si elle correspond au droit. Alors au lieu de fixer les principes dans un cahier des charges, puis ensuite de développer une application. Et bien là, on en est effectivement au moment du contrôle. Manifestement, cette application pose un problème juridique grave. Il va falloir le régler, mais encore une fois, on va le régler après et pas avant. Ouais. Vous l'avez téléchargé ? Non. Bon, il y a quand même pas mal de monde qui je crois qu'il y a 6 millions de personnes, c'est ça Oui. 1 million ou 6 millions ? Non, J'avais lu 1 million, plus d'un million. Nicolas, ça nous permet de parler votre coup de gueule, de parler des manifestations et du maintien de l'ordre, justement. Oui, parce que je voulais parler de la réforme du droit de la manifestation, qui est passée aussi un peu sous les radars. Il y a la semaine dernière, le Conseil d'État a levé l'interdiction de manifester, considérant qu'elle était contraire et disproportionnée par rapport aux libertés fondamentales. Et dans le même temps, le gouvernement a présenté un projet de loi qui s'appelle Sortie de l'urgence sanitaire. Alors, c'est intéressant parce qu'on ne sait pas trop où on est dans la sortie de l'urgence sanitaire. Est-ce que c'est l'urgence sanitaire qui continue ou est-ce qu'on est... Qui réforme le droit de manifester. Je vous rappelle que dans ce pays, la liberté de manifester, elle est pleine et entière, et vous n'avez pas à demander de l'autorisation de manifester. C'est-à-dire que vous organisez votre manifestation et vous la déclarez. Et sauf trouble, manifeste à l'ordre public, on ne peut pas vous empêcher de manifester ou d'organiser votre manifestation. Ce projet de loi transforme complètement notre droit et impose désormais une autorisation préalable avant toute manifestation. C'est-à-dire que c'est les préfets qui vont avoir l'opportunité d'interdire ou d'autoriser préalablement une manifestation. C'est un changement total de doctrine juridique. Non, jamais. Il peut y avoir une interdiction, alors une négociation sur le fait du parcours, du rassemblement, la durée, ce genre de choses. Mais en règle générale, effectivement, la liberté de manifester est pleine. Cependant, si effectivement il y a un trouble, ça se transforme en attroupement et à ce moment-là, on peut demander la dispersion. Mais on y reviendra sûrement. Et ça, c'est un sujet... alors, pour l'instant, ce projet de loi vise une période qui va jusqu'au 30 octobre. Donc, jusqu'au 30 octobre, on va vivre dans ce cadre de l'autorisation préalable. Donc vous imaginez bien que il va y avoir des mouvements sociaux, il va peut-être y avoir d'autres mouvements que celui dont on parlait tout à l'heure. Allez vous amuser à faire de l'autorisation préalable et allez donner les motifs qui font que vous interdisez les manifestations. C'est gravissime. La question derrière, c'est est-ce que ce dispositif va devenir un dispositif de droit commun après le 30 octobre ? Et là, on n'est pas rassuré sur les intentions du gouvernement. Rafik Smati. On voit depuis quelques années, depuis même précisément 2015 et la loi renseignement, que à chaque fois, sous prétexte de bonnes raisons, parce que évidemment les attentats de 2015-2016 c'était des bonnes raisons, à chaque fois pour de bonnes raisons, on fait passer des lois qui au final se traduisent par un recul des libertés. La loi anti-casseurs d'ailleurs procédait exactement de la même idée, et là ce qui est en train de se passer, ce que dit Nicolas est extrêmement préoccupant, et nous devons tous nous poser en gardiens de la liberté, parce que si cette disposition est amenée à être pérennisée, c'est une atteinte fondamentale au droit de manifester dans notre pays, et nous devons être extrêmement vigilants.
Bon, on va marquer une petite pause et on se retrouve dans un tout petit instant. Le général de Gaulle, récupération à tout va, et puis les manifestations qui dégénèrent en France. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi. Les commémorations des 80 ans de l'appel du 18 juin sont l'occasion pour plusieurs politiques de se réclamer de l'héritage du général de Gaulle, le Rassemblement national et les Républicains en tête, mais aussi Emmanuel Macron qui se rendra à Londres pour cette commémoration, et tous se revendiquent une proximité particulière avec les idées du général de Gaulle. Je vous propose d'écouter son petit-fils et ce qu'il en pensait. Moi, je n'oublie pas et je n'oublierai jamais que la famille du Rassemblement national a voulu assassiner le général de Gaulle pour un certain nombre de raisons, bonnes et mauvaises, plusieurs fois. Donc, de ça, je suis choqué. À l'inverse, que tout le monde se réclame de la pensée et de l'action du général de Gaulle, je trouve que c'est plutôt bien, parce que c'est l'inverse qui serait extraordinairement triste et qui démontrerait que, effectivement, la trace de Gaulle ne serait plus ce qu'elle est encore aujourd'hui. Voilà, il faisait référence à Marine Le Pen. Alors, un auditeur tout à l'heure nous disait, mais est-ce qu'elle doit traîner l'héritage de son père toute sa vie? Un commentaire peut-être sur la visite, commençons, de Marine Le Pen, qui a été accueillie par des sifflets et par des gens qui étaient hostiles à sa venue. Est-ce qu'elle s'est ridiculisée en allant hier justement se recueillir? Qui veut Rafik Mati peut-être? Oui, donc ce que fait Marine Le Pen en soi ne m'intéresse pas, mais ce que j'observe, et vous l'avez signalé, c'est qu'effectivement, le général de Gaulle est instrumentalisé finalement et utilisé par l'ensemble du paysage politique français. Et je trouve ça assez révélateur d'ailleurs de quelque chose, c'est que nous avons finalement un monde politique qui, année après année, se nivelle vers le bas avec une absence de courage, une absence de grandeur, une absence de vision à long terme. Et finalement, quelque part, faire référence à Charles de Gaulle, c'est une façon de s'acheter de la grandeur et une capacité à écrire l'histoire à moindre coût. Moi, je suis convaincu d'une chose, on peut s'inscrire dans une lignée. Personnellement, je m'inscris dans une lignée qu'on peut considérer comme étant gaulo-bonapartiste, mais je ne sors pas le général de Gaulle à toutes les sauces. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, il est temps que la France embrasse son siècle. Les enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui ne sont pas les enjeux des années 60. Le général de Gaulle a fait des choses fantastiques au XXe siècle, mais aujourd'hui, nous sommes face à un risque migratoire, à un risque économique majeur, à un péril écologique avec une 6e grande extinction qui est en route, avec un risque technologique, avec l'avènement des intelligences artificielles. Les enjeux des 50 prochaines années ne sont pas les enjeux des années 60. Et donc, on peut s'inscrire dans une lignée, mais je crois que finalement, la figure tutélaire du général de Gaulle aujourd'hui plombe la classe politique. Elle piège la droite qui se déclare dogmatiquement gaulliste, mais au sens années 60 du terme. Elle piège aussi la gauche qui n'a que ça comme boussole, alors que l'enjeu aujourd'hui, c'est d'écrire l'histoire de la France de ces 50 prochaines années. Donc le général de Gaulle, c'est bien, mais arrêtons nos postures nostalgiques et avançons, et soyons conquérants, et essayons d'inventer ce qui pourrait être un nouveau gaullisme dans les 10-20 prochaines années. Pourquoi nouveau gaullisme? Pourquoi toujours cette référence au général de Gaulle? La France manque d'une doctrine politique cohérente qui la pousse vers l'excellence et vers la grandeur. La dernière fois que la France a eu cette doctrine politique, c'était le gaullisme. La capitulation de nos élites politiques fait qu'on s'accroche à cette doctrine politique. Eh bien, il faut inventer aujourd'hui une nouvelle doctrine politique autour des enjeux dont je vous ai parlé, un redressement économique fondamental, la démocratisation de notre pays, l'enjeu environnemental qui est fantastique, l'enjeu technologique, l'enjeu scientifique, la nouvelle doctrine politique du XXIe siècle, c'est celle-ci, et elle n'est pas portée par le gaullisme. Alors, Pierre, pour revenir quand même sur la visite de Marine Le Pen sur l'île de Sein, ou alors qu'elle n'était pas désirée, le maire s'était opposé à sa venue, mais après c'est une élue de la République, elle a le droit d'aller partout où elle a envie d'aller. Bon, maintenant je pense que les images sont assez catastrophiques, et elles sont justement catastrophiques parce que elle est quand même l'héritière d'une formation politique. Elle a beau avoir créé un nouveau parti qui s'appelle le Rassemblement national, on sait tous qu'il est la continuité du Front national qui a été créé par d'anciens membres de l'OAS et
qui ont effectivement, comme l'a rappelé le petit-fils du général de Gaulle, tenté d'assassiner le général de Gaulle. Donc bon, cet héritage-là, elle le porte, et c'est vrai que c'est presque une insulte faite à la mémoire du général de Gaulle que de voir Marine Le Pen, dont on sait la proximité idéologique avec la xénophobie ambiante d'une manière générale. On l'a vu récemment avec la question du racisme en France, la question des discriminations. On sent bien quand même qu'elle n'a pas tout à fait sa place dans les lieux qui incarnent les lieux de résistance. Et Marine Le Pen est tout sauf une résistante. On sent quand même chez Marine Le Pen cette volonté d'incarner une super républicaine et donc de se dédiaboliser. Je crois que ça ne trompe personne, ça ne marche pas, et ça ne marche d'autant moins qu'on voit que dans ce contexte qu'on vient de traverser, qu'on va continuer de traverser, parce que j'ai le sentiment que ce mouvement antiraciste est en train de prendre de l'ampleur, et en train de prendre justement de l'ampleur dans la durée. Elle n'a pas sa place parce qu'elle n'a pas une analyse juste de la situation. Elle dénie le fait qu'aujourd'hui il existe un racisme, ou en tout cas une discrimination d'État. Quand on n'a pas les bons diagnostics, je ne vois pas qu'on puisse apporter les bonnes solutions. Donc Marine Le Pen ne me paraît pas crédible sur ce terrain-là, et je pense que les images qu'on a vues hier, où elle se fait huer par la population à la Baudière, ce sont des groupes qui ont été organisés pour l'accueillir. Il y a 200 personnes, ou je crois 300 personnes qui vivent sur l'île de Saint. Je ne crois pas que ce soit des organisations antifa qui existent sur cette île et qui soient organisées pour ne pas l'accueillir. Des auditeurs nous disent Marine Le Pen n'est pas son père. D'ailleurs, ses propos ressemblent à ceux du RPR de l'époque, et les LR sont des gentils, sauf pour l'économie. Mais c'est vrai que lui coller. Alors oui, elle a l'héritage de son père. Maintenant, enfin voilà, il y a plusieurs sujets qu'on aborde. Sur l'île de Saint, d'abord, moi je trouve que c'est une méconnaissance totale de la France, de la Bretagne et de l'île de Saint, et de l'histoire de ces 3 territoires. C'est intéressant de voir que Marine Le Pen, qui s'est toujours portée comme l'héroïne du peuple face au système, ne connaît pas la population française et connaît très mal son histoire. Imaginez débarquer à l'île de Saint et rencontrer la population en serrant des mains pour aller se recueillir. Enfin, c'est méconnaître complètement le pays dans lequel elle a les plus hautes ambitions. Sur son héritage, il est réel, son héritage. Marine Le Pen n'aurait jamais été présidente d'un parti politique si elle ne l'avait pas hérité de son père. Voilà, la réalité, elle est là. Elle a aussi eu la capacité de le porter. Genre, tout le monde, c'est comme les comédiens. C'est pas parce qu'on est le fils ou la fille de son père qu'on arrive et dans la droite lignée idéologique. Bien entendu, mais elle a hérité d'un parti politique. Pardonnez-moi, elle a hérité d'un parti politique, quelles que soient ses qualités humaines, quelle que soit peut-être sa manière de penser qui se distingue de celle de son père, sa culture qui n'est peut-être pas celle de son père, ou sa vision du monde qui n'est peut-être pas de son père. Mais je remarque que le Rassemblement national lui a été donné en héritage par son père. Donc l'origine politique de Marine Le Pen, elle trouve sa fonction au sein du Front National. Marine Le Pen a d'abord été une militante du Front National pendant des années, et quelqu'un qui a partagé les idées de son père pendant des années. Mais avec qui elle a rompu. Enfin, si on est tout à fait juste... Bien sûr, mais enfin, avec qui elle a rompu. C'est une rupture à 360 degrés. Oui, mais elle a rompu avec son père, avec les idées, pas tout à fait. Avec une certaine partie des idées de son père. Perrine Pour un petit peu dépassionner le débat sur Marine Le Pen, moi je pense que le gaullisme. Vraiment au niveau de l'héritage gaulliste, la France, elle hérite complètement de cet héritage. Et tous, plus ou moins, se revendiquent gaullistes un peu dans l'âme, étant donné qu'on est en 5e République, qu'elle a été créée par et pour De Gaulle. Donc, effectivement, on a quand même ce passif-là. Et on voit que toute l'histoire de la Seconde Guerre mondiale passionne, intéresse. On remarque énormément de téléfilms, on remarque énormément de documentaires sur ce sujet. Et je pense que c'est tout à fait honorable de continuer à commémorer cet appel du 18 juin, commémorer les valeurs de la République française. Oui, mais sans réclamer politiquement. Aujourd'hui, je vois des gens qui réagissent en disant et qui font référence à ce qui s'est passé à Dijon. Tous les politiques vont le faire parce que c'est entre guillemets dans la droite lignée de se rapprocher de la population. Une icône, un personnage consensuel en fait aussi. C'est aussi pour ça que la classe politique se revendique du général de Gaulle. Ce que je crois, ça ne veut plus rien dire grand-chose. Ça veut plus rien dire grand-chose. En revanche, qu'on ait une lecture de ce que le général de Gaulle a fait après la guerre, et vous venez de parler de la 5e République. Moi, quand j'entends Emmanuel Macron, par exemple, qui pendant la période de la crise sanitaire nous a parlé de guerre, nous sommes en guerre, il a martelé que nous étions en guerre. J'aimerais qu'il prenne une décision là aujourd'hui qui soit aussi forte que celle que le général de Gaulle a faite. C'est-à-dire que quand il décide, on change de vie, on change de monde, et donc on change de république, on crée de nouvelles institutions, de nouveaux instruments pour construire un monde nouveau. Je pense que ça, c'est des actes forts sur lesquels Emmanuel Macron serait, à mon avis, légitime, ou en tout cas en droit de penser à acter un nouveau monde. Je pense qu'on a fait la démonstration dans cette période que nos institutions étaient faibles. La France a tenu, les Français ont tenu, nos institutions ont montré leurs failles dans cette gestion de la crise, et que je pense que nos institutions de la 5e République ne sont plus armées, ne sont plus efficaces pour faire face à ce nouveau monde dont on parle de crise climatique, de crise démocratique, crise sociale. Et je pense qu'Emmanuel Macron serait bien inspiré justement de s'inspirer du général de Gaulle, qui a marqué fortement
vraiment justement la fin de la guerre vers un autre espoir, sans doute. Et je pense qu'une nouvelle constitution, une nouvelle république serait, à mon avis, largement à la hauteur, et sans doute d'ailleurs ce devrait être un des enjeux de ces prochaines semaines, de ces prochains mois, de préparer justement de nouveaux outils institutionnels pour une nouvelle transition qui prépare justement la transition écologique, la transition démocratique. Mais ça coûte pas cher, mais surtout il n'arrête pas de nous dire qu'il va consulter là, visiblement la conférence sur le climat qui devrait déboucher peut-être sur un référendum, nous dit-on, et c'est très bien. Mais dans ce cas, il faut aller jusqu'au bout de la démarche institutionnelle. Il voulait nous faire une réforme institutionnelle qui visiblement n'arrivera jamais. Je pense qu'il serait grandi, Emmanuel Macron, je pense que s'il remettait dans les mains des citoyens la création d'un nouvel ordre économique, d'un nouvel ordre social, mais tout ça passant par justement une nouvelle constitution et en associant les citoyens, les jeunes dont parlait monsieur tout à l'heure, et je pense que ça serait vraiment bienvenu dans la période. Mais vous dites s'inspirer... Pardon, Rafik Smati. Oui, vous dites s'inspirer de l'action du général de Gaulle, mais le rôle d'un président de la République, c'est de s'inspirer, c'est de puiser ses racines dans l'histoire tout entière. Chez le général de Gaulle, mais aussi chez Clémenceau, chez Napoléon III, chez Henri IV et chez tous les autres. Justement, il faut arrêter cette fixation aujourd'hui qui pèse sur nos institutions, qui pèse sur notre vie politique, cette cristallisation sur cette figure tutélaire aujourd'hui qui, quelque part, j'ai employé un terme freudien, qui nous castre. Et le temps est venu, peut-être, avec tout le respect que nous lui devons et avec tout le respect que nous devons à la grandeur et à ce qu'il a apporté à la France, le temps est peut-être venu, symboliquement, de tuer le père pour permettre à la France de grandir et de se projeter enfin vers l'avenir. À chaque fois, cette référence aux années 60 et cette référence au général de Gaulle, c'est une posture nostalgique dans laquelle on se conforte par confort, c'est extrêmement confortable, mais ça nous empêche d'avancer. Et beaucoup de nos auditeurs disent que le général de Gaulle aurait honte. Beaucoup font référence à cet imam qui a réglé le différend entre les Tchétchènes et les dealers qui sont affrontés à Dijon, en disant que c'est normal que ce soit aujourd'hui un imam qui fasse la médiation, c'est-à-dire cet État complètement faible. Je sais pas. On en revient à la loi de 1905. Tiens, on est passé des années 60 à 1905, une séparation de l'Église et de l'État. Effectivement, on remarque qu'aujourd'hui, on a un héritage, certes. Après, sur le côté cristallisation autour de la figure de général de Gaulle, évidemment, mais sur d'autres valeurs qui ont créé la République française. Typiquement, quand il y a les manifestations, et je pense notamment au mouvement des Gilets jaunes, quand il y avait les manifestations à Paris, on nous parlait de la prise de la Bastille, on nous parlait de tout cet héritage-là, révolutionnaire et profondément ancré dans l'âme française, avec ce côté revendicateur. Fin des privilèges, tout ça, c'était des termes qui revenaient. Ça revenait excessivement souvent, et puis on a pu le voir aussi sur certaines démonstrations de pancartes avec, on va dire, des gouvernants au haut d'un pic. Donc c'est pas forcément... il y a une cristallisation autour de certaines époques et de certaines valeurs qui ont toujours leur lignée aujourd'hui en France. Après, sur le côté État faible, je pense que oui, on rejoint un petit peu ce débat-là où il faut casser un petit peu ce qu'on connaît pour pouvoir reconstruire sur de nouvelles bases et essayer d'inclure un petit peu plus, je pense, le peuple français dans une création nouvelle de certaines institutions. On voit que la police va mal, que les hôpitaux vont mal, que l'institution école va mal alors qu'elle est vieille et un peu rouillée, et que on attend aujourd'hui du renouveau et de la fraîcheur justement pour les jeunes. On entend que la bourse est tenue d'une main de fer par des dirigeants qui n'ont que faire des intérêts des citoyens. Donc peut-être que oui, effectivement, il faudrait peut-être casser tout ça et remettre tout à plat. Allez, on parle de casse, on va... Transition habile pour parler des manifestations. Les soignants se sont vraiment fait voler leur manif, et c'est souvent le cas. Hélas, maintenant, quand on manifeste en France, il y a des casseurs qui s'invitent et on oublie un peu trop le propos à chaque fois, les motifs, les mobiles de la manifestation. On y revient dans un instant avec vous. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio, vous retrouverez André Berkoff à midi. Nous, on est ensemble pour commenter l'actualité. Je voulais qu'on revienne quand même sur les manifestations. La manifestation des soignants dont on a retenu assez peu les revendications. On a surtout parlé de cette infirmière. On a vu les images des Black Blocs, de ces racailles qui viennent entacher les manifestations. Compliqué de manifester aujourd'hui en France. Il n'y a plus
une manif qui ne dégénère pas, et puis avec toujours ces mêmes groupes qui reviennent. Et j'avais envie qu'on en parle ce matin. Qui veut, peut-être Perrine, vous connaissez bien le sujet. Pourquoi, et c'est la question qui revient à chaque fois, ne sont-ils pas arrêtés, ces Black Blocs? On les voit agir, on les voit à l'œuvre, et il n'y a jamais vraiment beaucoup d'interpellations. Bien, je vais répondre en deux temps. Alors, est-ce qu'on peut encore manifester en France sans que ça dégénère? Oui. Oui, complètement. Il y avait eu la manif pour le climat. Il y avait la manif pour le climat. Qui a été très. Il y en a plusieurs, parce qu'on compte environ 1000 manifestations par an à Paris, si mes souvenirs sont bons. Donc sur les 1000, effectivement, il n'y en a qu'une infime partie qui dégénère toujours en raison de groupuscules. Quand on regarde aussi en province, ça se passe relativement bien. Les manifestations soignants, il y avait des images merveilleuses. Le 16 juin, entre les forces de l'ordre, pompiers et blouses blanches, infirmières, soignants, etc., tout le personnel hospitalier, qui ont déposé ensemble casques, blouses, menottes, brassards, etc., sur un même sol. Et je trouve que c'est de très belles images qu'on a pu voir à Nîmes, qu'on a pu voir à Lille et qu'on a pu voir ailleurs, dans d'autres rassemblements, notamment à Douai, où les pompiers ont rejoint les forces de l'ordre. Donc ce genre de choses sont très intéressantes et dont on ne parle jamais, parce qu'effectivement, il y a tout un focus qui est mis sur les violences. Et ça, pardon, je vais un peu tacler les médias là-dessus, mais on parle que de ce qui se passe mal et jamais de ce qui se passe bien. Et ça donne en fait tout pouvoir à ce type de groupuscule. Alors pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas forcément interpellés? Alors si, ils le sont. Ils le sont, mais a posteriori, parce qu'il y a aussi une question de danger d'aller chercher un individu dans un groupe. On voit qu'ils y vont à plusieurs pour pouvoir isoler et interpeller correctement. Donc effectivement, il y a une tension là-dessus. Et puis on voit que ce sont des groupuscules qui sont armés. Alors là, non, ils ne sont pas armés d'armes de service, mais ils sont armés parfois de cocktails Molotov, d'acide, etc. Et quand on regarde par exemple la manifestation des soignants, typiquement il y avait ce fonctionnaire de police, non pas un gendarme, qui a été lynché au sol. Ce fonctionnaire-là subit un trauma crânien et puis il y a aussi des dents cassées suite à ces violents coups. Donc effectivement, ce sont pas des individus qui sont calmes, qui sont faciles à interpeller. Donc qu'est-ce qui va être fait? Ça va être les caméras qui vont aider énormément, parce que plus ils seront isolés, plus ils seront faciles à attraper. C'est malheureux, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc ils vont être interpellés a posteriori. Et on reste toujours dans le flagrant délit, même s'il n'est pas pris instantanément. Le flagrant délit dure et il va pouvoir être interpellé a posteriori. Et puis dans un sens, alors, il y a une auditrice qui me dit: vous préférez peut-être que les vidéos où les casseurs rejoignent les forces de l'ordre et remettent leur brassard police. Pardon? C'est des choses qui se disent, que là, les provocations sont là, et d'autres nous disent c'est pour faire taire les revendications. La loi est la même pour tous et elle n'a pas changé là-dessus. Pour le coup, sur la réforme des manifestations, il y a toujours une loi qui précise que s'il y a une exaction qui est commise, un trouble à l'ordre public, ça se transforme en attroupement qui peut être dispersé, et notamment par l'usage de la force. Pierre Jacquemin. Vous avez rappelé qu'effectivement les images en France, d'une manière générale, avaient été plutôt réussies. C'était des manifestations réussies, et je pense que l'immense majorité des Français, de toute façon, soutenaient ces mobilisations qui visent à soutenir les soignants et et défendre l'hôpital public. Je pense qu'il y a un sujet parisien. Il y a un sujet avec le préfet Didier Lallement. Je pense que le préfet a théorisé l'idée des deux clans. Il l'a dit lui-même. Vous n'êtes pas de mon... Non, des deux camps, pardon. Vous n'êtes pas de mon camp. Vous vous souvenez de cette phrase qu'il avait dite à une gilet jaune. Et je pense qu'il y a une stratégie de la confrontation qui est absolument catastrophique. J'y suis allé à la manifestation. J'ai mis 45 minutes à slalomer dans les rues pour pouvoir atteindre un des points de la manifestation. Vous vous rendez compte, 45 minutes pour atteindre un des points de manifestation, alors que sur toutes ces 45 minutes, j'avais à 50 mètres de moi la manifestation. Ça veut dire que les policiers ont eu pour ordre de bloquer les rues et de créer des chemins qui vous conduisent quand même passablement à être un tout petit peu énervé quand même. Vous êtes un tout petit peu énervé quand vous rentrez là-dedans, parce que vous discutez avec les policiers et vous leur dites écoutez, elle est juste là la manifestation, laissez-moi rentrer, j'y vais de toute façon, donc laissez-moi rentrer. Non. Et donc du coup, vous comprenez le climat de tension dans lequel vous rentrez dans la manifestation. Ensuite, il y a cette stratégie qui est une stratégie qui est de la doctrine sans doute du préfet Lallement, qui consiste à faire en sorte que les forces de l'ordre vont au contact des manifestants. Pardon, mais quand vous manifestez pacifiquement et que vous avez les forces de l'ordre qui viennent sur vous, vous créez un climat de tension, un climat de conflit presque assumé par la police. Donc c'est vrai que l'immense majorité de la manifestation que j'ai parcourue avant-hier était totalement pacifique, avec des revendications qui étaient scandées, de la musique, c'était presque festif. Il y avait un caractère festif, c'est bien aussi, parce qu'une manifestation c'est aussi une émotion. Parfois, ça finit mal parce qu'il y a ce climat de tension, je vous dis, qui est généré par une doctrine, qui est la doctrine du préfet Lallement, et qui, à mon avis,
est un sujet, et vraiment un sujet depuis longtemps. On l'a vu au moment des Gilets jaunes, on l'a vu pendant les dernières manifestations, et on le voit encore aujourd'hui avec des manifestations dont tout le monde devrait se recueillir devant les soignants en leur disant merci d'avoir été à nos côtés et parce qu'on a compté sur vous, on vous a applaudi, machin, etc. Et de voir que cette manifestation se termine effectivement avec des heurts, c'est toujours un peu problématique, et d'autant plus qu'effectivement, vous l'avez dit Valérie, je me pose toujours cette question. À un moment donné, on sait arrêter des terroristes, on sait tracer un certain nombre de délinquants, et je ne comprends pas pour quelques centaines de personnes qu'on ne sache pas identifier ces personnes qui, on le sait à l'avance, vont venir casser, vont venir affronter. Et voilà. Donc il y a à la fois cette doctrine policière de Paris qui est spécifique à Paris, spécifique du préfet allemand. Donc je pense qu'il y a un sujet l'allemand, littéralement. Et en même temps, on ne peut pas non plus ne pas dire qu'effectivement, dans l'immense majorité des cas, les manifestations se sont bien passées. Oui, Rafik Smati. J'approuve absolument tout ce qui vient d'être dit. N'oublions jamais qu'il y a d'un côté les policiers qui sont d'ailleurs trop souvent et injustement les boucs émissaires d'un certain nombre de situations. Et il y a surtout et par-dessus tout une chaîne de commandement. Le métier, le maintien de l'ordre, c'est un métier. Et les policiers qui sont sur le terrain et les gendarmes qui sont sur le terrain, ils sont là pour obéir à des ordres qui leur sont donnés. Et le point essentiel, c'est celui-là. Quels sont les ordres qui leur sont donnés ? Il y a effectivement un préfet de police qui a théorisé l'idée qu'il y avait un camp contre un autre, ce qui est extrêmement grave. Et je crois que nous pointons du doigt ici le vrai sujet, c'est-à-dire tout le respect que nous devons vouer aux policiers qui sont sur le terrain, qui s'engagent, qui se battent et qui font du mieux qu'ils peuvent. Et puis la hiérarchie qui leur donne des ordres qui sont parfois incompréhensibles, parfois amateurs, et parfois peut-être aussi, et peut-être le serons-nous un jour, malveillants. Et donc il y a un sujet l'allemand, il y a un sujet Castaner, il y a un sujet chaîne de commandement politique aujourd'hui qui, s'agissant des sujets de sécurité dans notre pays, n'est plus garanti. Alors, Nicolas, je suis très mal à l'aise avec cette question. Mais depuis longtemps. Moi, je me souviens d'un 1er mai 2019, qui est une manifestation qui a toujours été pacifique, enfin, pas historiquement. Un CRS qui brûle, c'est pacifique. Pas au début, mais qui était devenue une marche tout à fait normale. Et je me souviens de vieux militants qui, ayant vu la situation complètement dégénérée, disaient il y a quelque chose d'anormal qui se passe. J'ai fait des cortèges dans la réforme des retraites avec, je veux dire, des syndicats comme la SCGT qui savent organiser une manifestation et qui étaient eux-mêmes très gênés par la manière dont le cortège dégénérait à l'avant. Parce que les manifestations maintenant dégénèrent à l'avant. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand vous manifestez à Paris, vous ne marchez même plus, vous ne partez plus quand vous êtes dans le cortège, puisque avant même le départ, il y a systématiquement dans des manifestations qui ont, pardonnez-moi de le dire, une symbolique politique très forte, il y a systématiquement des heurts avant le début des manifestations. Donc, je veux pas secouer la boîte à fantasmes. Je pense qu'il y a un problème de gestion du maintien de l'ordre, effectivement, sur Paris. Je pense que ça mériterait une commission d'enquête parlementaire. Je pense qu'il y a un vrai sujet sur les manifestations en France, sur toutes les manifestations, et également pour parler des violences policières, mais également des violences subies par les forces de l'ordre. C'est un sujet qu'il faut mettre sur la table. Moi, je suis très étonné et très mal à l'aise avec ce qui se passe dans les cortèges parisiens. Et tant et si bien quand même que... Mais vous semblez dire que c'est de la faute de la police. C'est toujours le même scénario. Oui, mais est-ce que c'est pas toujours J'aimerais ces scénarios-là. Ouais, un petit peu, beaucoup même, puisque mon compagnon est policier sur les manifestations et est spécialisé en maintien de l'ordre, puisque justement, je pense qu'il y a une méconnaissance totale de la part d'un bon nombre de personnes sur qui est sur les manifestations. Quand j'entends que des policiers ne sont pas formés sur le maintien de l'ordre... Je suis pas compagnon ni d'une femme ou d'un homme des forces de l'ordre. Je lis beaucoup en revanche chez les sociologues, et là il y a unanimité totale des scientifiques, des historiens pour expliquer qu'aujourd'hui les forces de l'ordre qui sont envoyées sur le terrain ne sont pas toutes formées. Quand vous envoyez la BAC, elles ne sont pas formées au maintien de l'ordre. Est-ce qu'elles sont sur le maintien de l'ordre en ce moment ? Est-ce que vous en avez vu des dans BAC ? les manifestations, on demande à la police de faire du maintien de l'ordre, pas d'autre chose. Est-ce que vous en avez vu des BAC ? Dans les manifestations des Gilets jaunes, il y en avait. Sur les Gilets jaunes, il y en avait au tout début des manifestations, parce qu'elles étaient extrêmement violentes. Je vous rappelle juste le 1er décembre 2018. Non, mais justement, sur les manifestations, notamment celle d'avant-hier, on avait des CSI, on avait des CRS, des gendarmes mobiles, des CI, des compagnies d'intervention qui sont en fait très fréquemment assimilées à des CRS. Ce sont que des groupements spécialisés en maintien de l'ordre. Donc ce sont des personnes qui savent opérer dans ce genre de climat. Ce ne sont pas eux qui sont en cause. Vraiment, j'ai une question. Je me permets juste de terminer. Est-ce que je peux juste mettre...
Est-ce que vous confirmez que la une seule stratégie... seconde, une phrase sur le maintien de l'ordre. Oui, Juste pour expliquer d'abord qui est sur le maintien de l'ordre. Non, ce sont des fonctionnaires de police qui sont formés, qu'ils soient pas suffisamment entraînés. Je vous rejoins complètement parce qu'il n'y a pas le temps et il y a surtout un suremploi des fonctionnaires de police et un manque d'effectifs cruel. Notamment là, étant donné le nombre de blessés, il y a certaines compagnies d'intervention qui sont neutralisées parce qu'elles ne peuvent pas intervenir en sous-effectif. Donc ça, c'est un véritable problème. Ensuite, quand je vous entends dire précédemment que vous n'avez pas trouvé l'entrée, mais ça, je le comprends bien. C'est pas que j'ai pas trouvé, c'est qu'il y avait un chemin qui faisait qu'on avait pour pouvoir 45 minutes pour Et on pouvoir fait tout pour décourager les gens de rejoindre les cortèges. Filtrer les individus et justement éviter certains... J'ai pas été filtré, je suis rentré par un chemin qui a été desservi par la police. Pardon, mais normalement, on n'a pas filtré les manifestants qui viennent manifester. C'est une restriction de liberté. Vous avez des personnes qui viennent casser justement parce que c'est pas filtré. Mais je vous dis, je n'ai pas été filtré. J'ai pas été filtré. Juste, il y avait clairement la volonté de créer un chemin de 45 minutes pour rentrer dans une manifestation. Bizarrement, vu le nombre de personnes mobilisées, je pense qu'ils ont trouvé le chemin. Visiblement, on ne mettra pas d'accord. J'ai suivi le chemin que tout le monde prenait, c'est-à-dire les 45 minutes qu'il fallait pour pouvoir arriver. Et d'ailleurs, quand vous me dites que c'est dû aux tensions, mais je pense que les casseurs, et là, ils n'étaient pas venus pour manifester. Aussi, ce sont des tensions qui sont créées. Pour avoir jeté des projectiles, je pense qu'effectivement, il y a un paquet là. Il y a eu 32 interpellations. Elle existe. Il y a eu 32 interpellations, une smart d'une personne handicapée qui vient de se rendre tourner. Pas une attaque, je vous pose la question. Est-ce que oui ou non, il y a un changement de stratégie, un changement de doctrine qui consiste à faire en sorte que le changement de doctrine. Qui consiste à faire en sorte que les forces de l'ordre vont au contact des manifestants. Pour interpeller, oui, il faudrait aller au contact. Pas que pour interpeller. Elles vont au contact des manifestants, dans le dispositif. Pas le cas avant. Mais quel est le problème si vous êtes entouré par des fonctionnaires de police? Ça vous pose. Si vous avez peur de la police, c'est peut-être un autre débat. Je pense qu'il y a une partie de la population qui a peur de la police. Moi, dernièrement, j'ai fait surtout dans les manifestations, surtout quand on voit comment les manifestations se terminent. Pardon, mais quand je finis à la manifestation Place des Invalides et que je vois les flics qui arrivent sur moi avec des gaz qui partent dans tous les sens, oui, ça m'inquiète parce que je suis là pacifiquement. Oui, mais ils partent pas d'un seul coup. Je veux dire, il y a quand même eu des sommations. Non, mais ils ont pas. Quand vous n'êtes pas devant la manifestation et que vous ne savez pas ce qui vient de se passer, vous vous dites oui, bon bah je vais. Moi, j'étais à la manif. Quand on voit les images, on voit qu'il y a eu des violences. Il y a eu des violences. Donc c'est normal qu'ils aillent au contact dans ces cas-là. Quand vous avez deux types de cortèges, manifestation pour le climat qui s'est très bien passée. Moi, j'y étais. Il y avait beaucoup de jeunes, beaucoup de très jeunes. On voyait pas les forces de police. Comme moi, quand j'étais plus jeune, quand on manifestait, on ne voyait pas les forces de police. Elles étaient là, on ne les voyait pas. Vous allez réforme des retraites. Moi, j'ai manifesté entre deux murs anti-émeute et encadré. J'ai manifesté encadré par les CRS. Ils étaient à 10 mètres de moi. Et ben voilà, il y a deux sortes de manifestations, deux sortes de modalités. C'est pas les fonctionnaires de police qui sont c'est l'œuf et la poule. C'est-à-dire que c'est pourquoi est-ce qu'il y en a qui se passent bien et d'autres qui se passent pas bien. Ça vient d'être dit. La manifestation, moi aussi, que j'ai faite sur le climat ou que ce soit sur les violences faites aux femmes, j'ai pas vu beaucoup de policiers. Et il y avait beaucoup de manifestants. Merci à tous les quatre. Merci Rafik Smati. C'est pas évident en Zoom d'intervenir. Merci à vous. On se retrouve nous demain et dans un instant, c'est André Bercom.